Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, de commencer cette semaine ensemble. Tilt, c'est parti pour la semaine. Je vais vous accompagner donc toute cette semaine avec mes invités aujourd'hui. Nicolas Tegnaud, co-gérant d'Artefact, coopérative d'activités liées au monde culturel. Merci d'être ici, vous arrivez d'un peu loin, vous arrivez d'Orléans. On va parler d'un programme de formation destiné aux métiers d'art visuel. Comment allez-vous ? Bonjour, merci de me recevoir, tout va très bien. Bon, on en reparle dans un instant. On va également parler avec Frédéric Dumain. Bonsoir. Bonsoir. La galerie Les Sons et les Couleurs se répondent, une galerie autogérée qui a été lancée début juillet, c'est ça ? Oui. 8 artistes, plusieurs domaines de créativité, de création différentes. On en parle également dans un instant. Et puis il y a Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien. Donc toi, tu es sur notre plateau pour nous parler de maisons d'hôtes ou d'idées pour partir en vacances ou au moins en week-end. C'est vrai que c'est le moment. C'est ça, c'est le moment, on est lundi, on pense déjà au week-end, je pense, pour certains. Et donc, du coup, je vous ai préparé 3 idées pour justement partir en chambre d'hôte. Donc, tout d'abord, je vais vous parler d'une villa, de la Villa Alessia. Donc, pour une tu idée, as pu tester toi-même hein ? Je l'ai testée moi-même et j'ai adoré, elle est magnifique. C'est une villa art déco, totalement rénovée des années 30, comme on peut le voir actuellement à l'image, avec différentes chambres, avec des thèmes littéraires et des thèmes de la musique. Donc l'après-midi d'un faune, Madame Butterfly, la Madeleine de Proust, un lieu magique. En second lieu, moi je vous la conseille vraiment. Ouais, est-ce qu'il y a des tarifs ou est-ce que c'est Alors il y a des tarifs, c'est environ la chambre la plus basse, c'est à 129 €, repas petit déjeuner compris. Et je vous conseille moi d'avoir le repas avec le soir, qui est absolument magique sur une immense table en bois, faite à partir du tronc directement, donc pas droite. Elle est magnifique. Elle est authentique et c'est le cadre est ça. Sympa aussi, j'imagine. Le cadre est magnifique, il y a un immense terrain et justement il y a carrément un théâtre extérieur que les propriétaires sont en train de mettre en place pour justement donner des représentations. Et on en a tous très besoin en ce moment. Et si on fait un petit saut dans le Loir-et-Cher, on se retrouve dans un cachot d'hôtes. Dans un cachot directement, c'est dans la tour Beauvoir. Ouais. Donc en fait, c'est la plus ancienne prison qui existe en France et c'est le plus vieux bâtiment qui existe encore à Blois. Et en fait, son propriétaire l'a entièrement rénové en chambre d'hôte. Donc vous avez la possibilité de passer une nuit en tant que prisonnier, mais il y a très longtemps. Et au moins vous êtes totalement dépaysé et vous allez découvrir un endroit totalement différent avec une matière brute qui sent l'histoire. Qui vaut le détour. Ça vaut le détour. À l'intérieur, il y a du sentir confort dépaysé. parce que tu parlais d'une des plus anciennes prisons de France. C'est ça. J'imagine qu'aujourd'hui, ça a été restauré. À quoi ça va ressembler à Ça a l'intérieur ? été rénové en grande partie, mais on reste dans des cachots au mur vraiment en pierre brute, avec des chaînes qui pendent au mur, etc., pour garder quand même l'esprit prison. Après, c'est un endroit magnifique, relié d'ailleurs à un château. C'est vraiment intéressant et on change d'univers. Et là, par contre, on est en plein centre-ville. Et dernière destination, donc plein centre-ville de Blois. Dernière destination, Antoine, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, c'est pas vraiment une destination, c'en est plusieurs. C'est le domaine de la Roche-Belin, qui propose plein d'endroits, plein de petites maisons où dormir. Donc, par exemple, une hutte végétale. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une roulotte ou encore carrément une cabane à jazz. Est-ce que tu sais ce que c'est une cabane à jazz ? Pas bien, non. Alors, une cabane à jazz, c'est une maison estonienne typique en rondin, qui en fait est sur le même modèle que la yourte, mais en beaucoup plus sédentaire. Donc, sur le même terrain, tu as plein de destinations différentes, alors que tu es au même endroit. Rappelle-nous l'adresse, si tu l'as. Là, vous êtes à Descartes. Ok. Bon, merci beaucoup Antoine. C'est vrai que c'est une ouverture à l'inspiration. Pourquoi pas ces lieux, la cabane, comment tu l'as appelée ? Estonienne ? La cabane estonienne, la cabane à jazz. Merci beaucoup Antoine. Mais de rien. Et c'est vrai que, comme je disais, ça peut être une ouverture à l'inspiration. Pourquoi pas ? Et ça nous fait une magnifique transition avec vous, Nicolas, parce que vous avez un programme d'accompagnement, d'information et de professionnalisation qui va se passer de mars à mai. Là, on est sur les ouvertures des candidatures jusqu'au 12 février, si je me rappelle bien. Alors jusqu'au 5 février précisément. 5 février, ouais, 5 tout à février fait. minuit. C'est un cycle, on a nommé ce cycle art visuel. Ouais. Et effectivement, l'idée, c'est de consolider des savoirs pour les artistes, mais aussi
pour les activités du secteur culturel. Les candidatures sont jusqu'au 5 février, comme vous l'avez dit. On peut s'inscrire en ligne et il ne faut pas hésiter à y aller. C'est une formation et des informations qui sont gratuites. Gratuite, donc il y a 12 modèles de formation collective et de sessions d'accompagnement individuel. C'est plusieurs choses autour de l'art, c'est-à-dire les droits d'auteur, les contrats, comment promouvoir son travail, le statut d'auteur-artiste. À qui est-ce que vous adressez ça alors ? Tout à fait. Alors vous avez bien résumé, on adresse ça alors, aux artistes et aussi pas que, c'est-à-dire ça peut être aussi des artisans d'art ou ça peut être également des designers, de l'architecture aussi. On essaye d'élargir au maximum et le but, je ne sais plus, c'était... À qui s'adresse cette formation, pardon ? Alors oui, ça s'adresse à tous ceux que je viens de dire en région, voilà. Donc tous ceux qui font de l'art visuel, hein. Oui, c'est les arts visuels et on élargit quand même vraiment, on prend large, ce n'est pas que de la photo ou de la sculpture ou même de la peinture. Là, on essaie vraiment d'être très large. Et les objectifs de la formation, c'est pour permettre quoi ? Alors le but, c'est d'avoir une meilleure connaissance de l'écosystème qui existe, mais dont certains artistes, et on reconnaît que ce n'est pas évident, peinent à se saisir de leviers en fait, afin de s'insérer dans cet écosystème et d'identifier les acteurs qui pourraient les aider à la production, la diffusion aussi. Donc concrètement, parce que ces formations, c'est une bonne chose de connaître les statuts, de savoir comment s'organiser, mais elles sont enseignées par qui ? Qui est-ce qui va être force d'enseignement là-dedans ? Alors, on a réussi à mobiliser des pointures, j'ai envie de dire. Je peux vous citer quelques-unes, si vous voulez. On a Anne-Laure Chamboissier, qui est une commissaire indépendante. Commissaire d'exposition, il y a des artistes également ? Tout à fait, il y a des artistes. Il y a Marie-Laure Rocher, qui est une artiste scénographe. On a aussi Annabelle Oliveira, qui a travaillé au CNAP, donc c'est le Centre national des arts plastiques. Et en tout, il y a 8 personnes, il y a aussi des juristes. Et le but, c'est quand même d'avoir une transversalité, une horizontalité, afin d'avoir un dialogue. On est avec des artistes ou des acteurs du milieu culturel, mais le but, c'est de discuter ensemble et on essaye de promouvoir comme une forme d'horizontalité. Évidemment, on est en période Covid, ça signifie que ça ne peut pas vraiment se faire en présentiel. Donc il faut avoir une connexion Internet, tout se fait à distance pour cette formation-là. Alors effectivement, malheureusement, avec la situation sanitaire que l'on connaît tous, il faut que ces cours se passent très majoritairement en ligne. Alors ça va jusqu'à mai. Donc on verra aussi comment ça évoluera, mais effectivement, avec l'évolution, il y a une partie qui est en ligne. D'accord. Et expliquez-moi un petit peu le but final de tout ça. Est-ce que ces artistes, vous avez reconnu au départ qu'il y avait un manque de formation, ou vous essayez de les former parce que vous avez dit que ça pouvait être utile, ou c'est comment c'est venu ce projet ? Alors ce projet, il est venu d'un constat qu'on a partagé avec Devenir Art sur la crise Covid. En fait, il y a une plateforme qui a été mise en place dès le mois de mars, une plateforme d'urgence pour les artistes-auteurs, de manière à ce qu'ils puissent être informés sur les droits qu'ils pouvaient avoir. Et en discutant, on a croisé quand même des constats sur le fait qu'il y avait des difficultés à identifier l'écosystème. Et dans un souci de professionnalisation, en fait, on a souhaité monter ce cycle de 12 modules avec les intervenants aussi qu'on a cités. Est-ce qu'il est obligatoire d'être professionnel ou pas du tout ? Oui, il faut avoir une activité professionnelle. Et alors, on peut aussi avoir des artistes en devenir. Quand je dis artiste en devenir, ça veut dire qu'on peut être tout à fait artiste sans avoir de statut. Mais justement, la question des statuts va être mise en place. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à candidater. C'est jusqu'au 5 février, c'est en ligne. Il y a une auto-évaluation, un CV envoyé. Enfin, tout est assez bien expliqué. Et il faut vraiment ne pas hésiter à s'inscrire. Et après, il y aura des entretiens individuels pour une sélection. Donc jusqu'au 5 février, il y a 13 places, artefact.coop ou devenir.art pour candidater. Merci beaucoup Nicolas d'être venu nous expliquer tout ça. Vous, ça vous aurait servi, Frédéric ? Certainement, oui. À une époque, à la sortie des Beaux-Arts, ça aurait pu être intéressant parce qu'il faut se confronter à la réalité de la société. Et c'est vrai que dans l'école, on est dans un cocon. On ne fait que parler d'art et faire de l'art, mais la réalité est différente. Donc, Vous êtes artiste, vous avez aussi votre galerie. On en parle de suite. Avant, on regarde le jingle de La Bamboche. La Bamboche, ça continue.
Et oui, parce que vous avez votre propre galerie, les sons et les couleurs se répondent, donc vous êtes 8 artistes à l'intérieur, c'est entièrement autogéré et partagé. Comment ça s'est créé ce projet ? En fait, avec Juliette Gassi, qui est ma coéquipière d'atelier, on cherchait depuis longtemps un lieu de diffusion justement sur Tours, puisqu'on a déjà notre lieu sur Saint-Pierre-des-Corps. Un lieu plus visible, plus central ? Quelque chose d'un peu plus central. Et on a eu l'opportunité, puisque la galerie Lieu commun fermait ses portes, de reprendre justement ce lieu. Et l'idée, c'était de mutualiser ça avec d'autres artistes pour que justement on ait une amplitude horaire et d'ouverture très large. Et que ça nous laisse du temps aussi pour créer, parce que c'est quand même un peu notre métier principal. Donc voilà. Donc ça regroupe pas mal d'avantages. C'est ouvert 7 jours sur 7 parce que vous vous alternez. Voilà. Vous avez un lieu qui est plus central. Voilà. Et puis en même temps, vous avez la main. Voilà, oui, c'est l'idée, c'est aussi bien un lieu de diffusion que d'expérimentation aussi, parce que 3-4 fois par an, on s'impose des choses. Donc on s'impose un thème, un format. Là, c'est le mois du blanc. C'est le mois du blanc. Donc on s'est imposé de travailler tous le blanc. Parce qu'on va en venir là, on a un peu été dans le cadre général, mais qui est-ce qu'il y a comme artiste? Alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on peut voir là-bas? Alors vous pouvez voir de la peinture avec Jean-Pierre Loiseau, vous pouvez voir de la peinture aussi, et aussi des objets avec Juliette Gassi. Vous pouvez voir des petits modules semi-volume avec Christelle Saint-Amand, des petites photographies retravaillées à la main avec Aurélia Vician. Que les arts visuels en fait. Hein. Bah oui. Et surtout, pardon, je vous coupe, mais on peut acheter, on peut tout prendre, même les tables. Vous pouvez tout acheter, même le mobilier, puisque j'allais en venir là. Laurence Hauss, elle nous meuble régulièrement la galerie. C'est une chineuse qui trouve des objets, des meubles en fonction de l'exposition. Alors après, vous avez aussi des paysages poétiques très graphiques avec Yveline Boucard. Que je n'oublie personne. Il y a Olivia Rold qui, elle, a un travail de collage et très graphique aussi, on peut dire. Pour être sûr de ne pas se tromper, on va parler de vous. Tiens, vous faites quoi alors comme type d'art? Plutôt de la peinture? Moi, j'ai un travail de peinture en parallèle avec un travail informatique. Où je travaille donc le numérique beaucoup et les différences de tirage. Vos paysages numériques, justement. Oui, voilà, entre autres, oui, paysages, corps, déjà, ça peut se mélanger, donc voilà. Comment ça se fait que vous avez choisi ce nom? Parce que c'est un poème de Baudelaire, hein. Oui. C'est les vers d'un poème de Baudelaire. Pourquoi vous avez choisi ce nom? Avec Juliette, justement, on s'est dit que c'était une manière de dire que tout allait avec tout. Tout faisait partie d'un tout. Donc ce poème déjà est très beau, donc je vous invite à le relire. Et ça correspondait vraiment, oui, c'est des correspondances justement de choses, c'est des correspondances entre artistes, façon de voir le lieu. Et j'ai quelques accointances avec la musique, donc le son, pourquoi pas, pouvait aussi se mêler à ça. Parfait, merci beaucoup. Donc je répète, les horaires, c'est 11h le week-end, 15h la semaine, et pour l'instant, ça ferme un peu plus tôt évidemment, 17h30. L'adresse, c'est les couleurs et les sons sur Facebook, les couleurs et les sons. Merci beaucoup Frédéric d'être venu. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. On va se retrouver demain en espérant un petit peu moins bafouiller avec nos autres invités. Merci beaucoup. Donc je le répète, les sons et les couleurs et les sons sur Facebook. Pour vous, l'adresse c'est devenir.art ou artefact.cop. Merci à tous, bonne soirée et à demain.